Bonjour et tout. Alors bonjour à tous, on va vous présenter, merci d'être venus déjà pour cette deuxième réunion de Alpha pour Celtia. Donc aujourd'hui on va présenter deux sujets. Je vais d'abord présenter l'intégration d'une phase de bootstrap de l'application, ça va être assez bref. Et ensuite Damien prendra la main pour nous présenter ses pistes de réflexion sur les cloud services et notamment la gestion des users. Voilà grosso modo le programme. Alors je vais commencer avec une démo technique sur le Bootstrap. On va voir ce que c'est ensemble. Pour ça, je vais partager le bon écran. Hop. Et hop. Voilà. Donc, j'ai ici créé un projet avec plusieurs namespaces. Alors, les namespaces, c'est quoi? C'est vraiment deux points d'entrée différents de l'API. Deux API différentes, en fait. Donc, je vais vous présenter un petit schéma que j'ai fait ici, qu'on va placer là. On voit bien. Donc, ici, on a deux points d'entrée qui sont dashboard et mobile. Pourquoi? Donc, mobile, ce serait l'application au vu des utilisateurs. On a décidé de créer, pour cet exemple, une boutique en ligne quelconque avec une gestion des stocks et des utilisateurs. Donc, on a d'un côté le dashboard, ça c'est pour les administrateurs. Ils vont créer des users, par exemple, et ils vont surtout gérer les stocks. Et d'autre côté, on a le mobile qui va, lui, consommer les stocks et éventuellement créer des users avec, les différentes API disponibles. Donc, au niveau du code, ça se représente, on a toujours notre index.ts qui va se contenter d'exporter nos deux namespaces de cette manière. Et si on regarde par exemple le dashboard, il va avoir besoin du module admin qui va se faire injecter. Donc on va voir ici, admin. Notre admin, lui, va avoir besoin de user management et stock management. Il va se les faire injecter également. Ils vont tous se faire injecter plus ou moins utiles, parce que ça peut contenir des fonctions utiles. Voilà, donc, voilà grosso modo l'exemple d'une application un peu complexe qu'on peut faire avec Celtia. Voilà l'exemple de l'organisation. Donc, il y a un besoin qui est forcé quand on déploie et qu'on run une application, c'est ce qu'on appelle nous le bootstrap. Ça correspond à l'initialisation de l'application. En gros, c'est quand on fait un zeta-run, on aime bien, on a surtout envie d'avoir un ou plusieurs scripts d'initialisation qui ont par exemple créé des tables dans les bases de données, fournir des users admin par défaut, ou bien envoyer un mail aux administrateurs pour dire qu'il y a une nouvelle version qui est déployée, ou tout ce qui se lance vraiment au démarrage avant que l'application soit disponible au run et au push. Donc pour ça, on a créé un verbe qui s'appelle onApplicationBootstrap, qu'on peut avoir dans toutes nos classes et qui sera appelé vraiment au run et au push. Alors je vais faire une petite démo. Donc là, dans toutes mes classes de ma complexe application, on en a un qui se contente de loguer le nom de la classe. On va faire donc un run. Et on voit que nos bootstraps sont appliqués dans un ordre précis. Et une fois que les bootstraps sont appliqués, le worker is up et on peut continuer. Donc dans un cas, par exemple, si je remets le schéma, si on aurait voulu dans stock data, qui sera vraiment l'API bas niveau de gestion des stocks, là où on accède vraiment à la base de données, ici on aurait par exemple voulu créer des tables. Éventuellement, dans d'autres API un peu plus en haut, si je me permets l'expression, on aurait voulu provisionner ces tables avec des données de base. Donc, l'important, c'est que ce stock data soit provisionné avant que la création de la table soit faite avant l'ajout de données dans cette table. C'est là que l'ordre de Bootstrap intervient.
Ici, on voit l'ordre dans lequel ça s'est passé. Ça a commencé par utile, ensuite stock data, user data, stock market. En fait, ça a respecté les différents calques qui sont ici en couleur. Donc ça commencera toujours par le dernier et ça finira toujours par les points d'entrée. Ce qui est vraiment dans index.ts, on a en point d'entrée mobile dashboard. Donc le provisioning se finira par ceci. Donc là, on voit que stock data, par exemple, a besoin de utile. Or, stock data et user data, c'est les derniers layers. Donc, ce sera utile qui sera provisionné en premier, qui sera bootstrappé en premier. Comme ça, il n'y aura pas de conflit possible. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, c'est clair? Ouais. Voilà, donc on a une commande supplémentaire si on veut ne pas faire de bootstrap. On a le script bootstrap qui va faire un run normal, mais qui va qui va pas exécuter le bootstrap cette fois-ci. Voilà pour ça. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, tout est bien. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Pas de questions, ou alors vous réfléchissez aux questions, je les donnerai plus tard, et je vais en attendant passer la main à Damien. Hop, Merci. arrêtez le partage. Alors du coup, pour ma part, je vais vous présenter les pistes de réflexion qu'on a eues sur les cloud services et plus particulièrement aujourd'hui la gestion d'utilisateurs. Donc, hop. Donc, alors la démarche qu'on a suivie, c'est en fait, on a commencé par définir des workflows, des cas d'usage. En fait, pour ce qui concerne la gestion d'utilisateurs, on a vraiment des process assez précis en fonction de notre cas d'usage, nos règles métiers, tout ça. Donc là, l'idée, c'était vraiment de voir les cas qui reviennent régulièrement, voir ce que vous faites, les cas qui reviennent dans la plupart de vos applications. Une autre particularité en fait, des cloud services, c'est qu'ils sont composables. C'est-à-dire que vous pouvez avoir différents workflows, vous pouvez avoir différents cas d'usage, et vous pouvez piocher dans chacun. Si on veut. Vous pouvez piocher une partie, en fait, une phase de login d'un certain workflow, vous pouvez la prendre la phase de création de compte dans un autre workflow qui est un peu différent, et composer tout ça pour faire vraiment votre règle métier, créer votre propre workflow, votre propre cas d'usage pour la gestion d'utilisateurs. Et autrement, un autre point, c'est que ces cloud services sont en fait facilement extensibles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un cloud service, c'est tout simplement une classe. C'est une classe qui est exposée et que vous pouvez vous-même en fait rédiger facilement avec de la configuration Ascode, comme on verra tout à l'heure. Et du coup, en fait, vous pouvez facilement étendre cette classe et rajouter des règles métiers, rajouter un petit peu de logique, d'autres fonctionnalités comme vous souhaitez. Donc, je vais vous présenter là maintenant les principaux workflows qu'on a définis. Donc, le premier, c'est le standard user workflow. Donc, il faut aussi qu'on soit clair sur les noms, tout ça. Donc, selon vous, qu'est-ce que ça invoquerait comme process en fait pour un standard user workflow? Alors, ça intègre à la fois tout ce qui est login, reset de password, création de compte, mais de quelle manière ça pourrait être fait selon vous, dans un cas standard? Une idée? Ouais. Ouais, du coup, c'est le cas d'usage. La première partie que tu as dit, justement, c'est dans le cas où en fait, on a une application web avec inscription, mais on veut quand même une validation de compte. C'est-à-dire qu'on a, comme tu disais, une création de compte normale avec des identifiants username, password, et on a un email qui est envoyé pour confirmation du compte avant de pouvoir que l'utilisateur puisse se connecter. Donc, on a le deuxième, c'est le double authentication user workflow. Qu'est-ce que ça vous évoquerait? Je pense que c'est
Ça, c'est clair. C'est ça. Du coup, c'est le cas d'usage où en fait on est comme dans le standard user workflow, où on a une validation par mail, tout ça, mais on est, admettons, dans le domaine de la santé, où on a besoin d'un peu plus de sécurité. Donc là, on a une notion de double authentification, et par défaut, en fait, c'est un envoi de SMS. À chaque fois, on a un envoi de SMS avec un code PIN et pour valider en fait la création de compte, le login, tout ça, quoi. Toutes ces phases avec une double authentification. Et on a un dernier point, un dernier workflow qu'on va présenter aujourd'hui, c'est le Quick Process User Workflow. Donc, selon vous, qu'est-ce que ça évoquerait vraiment ce point-là? Comment? Même pas. Non, c'est. Répète pour les amis du webinaire. Ce qu'il a dit. Du coup, Alexis présentait un compte invité. Du coup, alors, le cas d'usage qu'on a imaginé, c'est le cas où en fait c'est un intranet où on peut imaginer, on a un utilisateur admin en fait qui a son intranet et qui veut créer un compte pour un utilisateur lambda. Et il veut aller vite, il veut vraiment pas de validation par mail, il veut rien de tout ça, il veut créer un compte terminé. Du coup, en fait, là, le cas d'usage, c'est on peut avoir un formulaire, admettons, avec juste username et password. Il crée la partie admin crée le compte est créé, voilà, il y a une confirmation de création, si on veut. Mais c'est tout, quoi. Il n'y a pas de mail envoyé, il n'y a rien du tout. Charge aussi à l'utilisateur admin de transmettre les informations de connexion. C'est le cas le plus basique possible pour en fait aller vite dans le cas, par exemple, dans Internet. Donc maintenant, je vais vous présenter un petit peu plus en détail, même si on a commencé à voir les différents workflows. Donc pour le standard user workflow, pour la partie sign up, alors du coup, on va dire un peu de ça. Pour la partie sign up, du coup, le développeur a simplement à créer la partie front avec le formulaire qui va bien, qui appelle sign up au moment de la validation, qui en fait contacte le cloud service qui va bien, qui envoie un email de confirmation justement pour valider le compte. On voit ici il y a un template prédéfini pour la validation l'email de validation de compte. On verra par la suite que ce type d'email, tout ça, ça fait partie des extensions en fait des cloud services. On verra par la suite comment ça se passe. Ensuite, une fois que l'utilisateur final clique sur le lien dans le mail, la validation se fait et il y a une redirection qui est faite automatiquement au moment du clic. Donc, la redirection aussi, c'est un lien par défaut, une langue par défaut sur le site fait par le développeur, mais le développeur peut aussi définir en fait sur quel site, sur quelle sur quelle page en fait rediriger l'utilisateur une fois qu'il valide son compte. On a la partie login pour le standard user workflow, donc là c'est le plus simple. On a justement le développeur a simplement le formulaire de la partie front à créer avec un appel vers login au moment de la validation du formulaire. Une fois que le login est fait, charge au développeur de faire la redirection vers la bonne page, vers la page d'accueil de son application. Et en ce qui concerne le reset de password, donc le développeur crée un lien pour lancer le reset de password. Une fois que c'est lancé, du coup, Zetapush se charge de lancer un mail pour demander le reset de password. Au moment que l'utilisateur clique dans le mail, il y a une redirection qui est faite vers une page en fait qui est définie aussi par le développeur ou par défaut en fait qui est une valeur par défaut pour en fait saisir le nouveau mot de passe ou remettre à zéro son mot de passe. Une fois que le mot de passe est changé, il y a une vérification et une redirection est faite vers la page d'accueil de l'application. Donc là, on a vraiment le cas d'usage basique où le développeur se charge simplement de faire les écrans. Il fait juste les différents formulaires qui vont bien, tout ça. Et il appelle les méthodes vers Zetapush et toute la logique vraiment propre à la gestion utilisateur se fait automatiquement. On a la partie double authentification aussi. Donc là, je vais aller un peu plus vite. Je vais reprendre juste ce qui change par rapport au standard user workflow. Donc là, on a toujours pareil la confirmation par mail. Mais au moment du clic pour la validation du compte, il y a un code PIN qui est envoyé via Zetapush à l'utilisateur pour en fait pouvoir accéder à la page de validation de compte. Donc ouais, dans un premier temps, l'utilisateur est redirigé
vers la page de saisie de code PIN. Une fois que le code PIN est vérifié, il est redirigé vers la page qui est définie par le développeur pour dire voilà, le compte est validé. Pour la partie login, c'est le même principe. Une fois que le login est fait, il y a un code PIN qui est envoyé et l'utilisateur est redirigé vers le formulaire pour saisir le code PIN, puis la redirection vers la page Welcome. Et la partie reset password qui est la plus complexe, où là, on revient sur les mêmes bases. C'est lors de l'appel du reset password, on a toujours le mail qui est envoyé. Au moment du clic par l'utilisateur, il y a le code PIN qui est envoyé, le formulaire de saisie du code PIN, et une fois que le code PIN est validé, il peut mettre à jour son password et être redirigé par la suite vers la page d'accueil de l'application. Le dernier workflow, c'est le Quick Process User Workflow. Donc là, comme je vous disais, c'est vraiment le cas le plus simple. On a des utilisateurs, on a un utilisateur admin, admettons, qui crée un compte. Donc il appelle justement juste sign up. Ça s'appelle justement juste un username password. Il reçoit une confirmation comme quoi le compte est créé et charge à lui de transmettre à l'utilisateur les différents credentials pour se connecter. À partir de là, en fait, l'utilisateur peut directement se connecter sans avoir de validation préalable à faire. Donc, on a vu les différents workflows de comment on a imaginé la gestion utilisateur. Maintenant, on va voir sur la partie vraiment code, en fait, comment ça se passe pour le développeur. Donc, je vais partager maintenant la partie vraiment mon VS Code. Là. Du coup, alors dans un premier cas, on est dans le cas le plus basique où en fait on veut respecter le standard user workflow, donc avec une création de compte avec validation par email, et on n'a pas de logique métier particulière. Donc le truc, c'est qu'on a simplement notre user workflow, standard user workflow à importer. Là, on a le cas d'usage à syntaxe un peu Angular où justement on a notre instance de standard user workflow et on implémente en fait on appelle chaque méthode en fait de notre standard user workflow. Donc là, en fait, ce sont les méthodes qui sont exposées pour le front, sign up, login, reset password, change password. À chaque fois, on appelle notre méthode de notre cloud service. Par exemple, ici, notre sign up, on lui passe les informations de notre formulaire et nous, on décide que justement, en fait, l'utilisateur, une fois qu'il a validé son compte, il est redirigé en fait vers notre application, mais sur l'encre Welcome. Donc, on le met directement ici et tout se fait automatiquement. L'utilisateur sera redirigé vers Welcome. Ça peut être pareil pour le change password où on met en dur directement ce qu'on veut. C'est ce genre de syntaxe-là. Donc, on arrive là à un cas d'usage où, en fait, en dehors de la partie front créée par le développeur, il a simplement à créer une trentaine de lignes pour avoir son cas d'usage vraiment basique et toute la logique métier de gestion d'utilisateur dans un cas standard. Donc, maintenant, on va voir la partie extension. Donc, on a un cas d'usage où on se rapproche du standard user workflow, mais on a quelques différences. On veut ajouter une action au moment de la connexion. On veut personnaliser en fait les champs qui sont obligatoires ou non pour le compte utilisateur. Donc pour ça, on peut par exemple étendre. Alors, on étend justement le standard user workflow parce qu'on part de celui-là. On crée notre classe, notre my user workflow. Parce que du coup, comme je vous disais, chaque cloud service, en fait, c'est juste une classe. Donc là, on fait une extension. Et on peut du coup, par exemple, si on veut lancer une action au moment de la connexion, on peut soit à la mode un peu Angular, implémenter le onConnection success et définir le corps de notre classe pour voir en fait, ce qu'on fait, si on veut envoyer un mail, quoi que ce soit. Et autrement, on peut aussi, via une annotation, en fait, définir la callback qu'on veut pour faire une action à la connexion ou si la connexion a échoué, ce genre de choses. Un autre point, c'est par exemple pour les champs obligatoires. Si on veut définir en fait tous les champs obligatoires optionnels de notre compte, on a une annotation add fields qui prend en paramètre en fait une classe, une interface de tous nos champs. Donc on voit ici interface mandatory fields qui par exemple définit un mobile number qui est requis et qui a une longueur minimum de 8 caractères, un email qui est requis aussi,
et username qui doit être unique, qui est requis et qui doit respecter un format particulier avec une regex particulière. Donc, c'est vraiment quelque chose de très extensible. Là, c'est vraiment des exemples d'annotations qu'on peut mettre, mais c'est quelque chose qu'on enrichira au fur et à mesure en fonction des besoins aussi. En fonction de vos retours, on mettra de plus en plus de ce genre de cas d'usage. Alors là, on a vraiment le cas où on a un petit peu d'extension. En fait, on se rapproche vraiment du standard user workflow, mais on fait quelques améliorations. Mais on peut imaginer, en fait, où on veut vraiment on veut vraiment implémenter plus d'extensions. Donc là, c'est un exemple en fait de ce que c'est un cloud service. Donc c'est une classe qui est une configuration en fait de notre cloud service qui configure, ici on le voit, c'est le cas du standard overflow, qui configure une création de compte, une partie login, une partie reset de password. Et en fait, sous la forme d'une configuration ASCODE, on peut en fait définir les différents champs qui sont OK ou non, sous quelle manière, ce qui est obligatoire, pas obligatoire du coup. On peut aussi définir en fait pas seulement une connexion par login mot de passe. En fait, on peut aussi imaginer une connexion par un token GitHub ou Google. Pour ça, en fait, on imagine justement le cas où on a une configuration propre à chaque moyen, à chaque GitHub, Google ou Facebook, admettons, où il y a les API keys, il y a les différents credentials nécessaires. Et là, on a juste à activer en fait directement dans notre configuration ASCODE, si on veut l'activer ou non, avec un point GitHub et le nouveau mode de création de compte ou de login est directement automatique. Pareil en termes d'extension pour la gestion des templates. Vous voyez tout à l'heure que le mail de confirmation après la création de compte, il était customisable. Donc ici, c'est le cas justement via notre configuration ASCODE, où on peut définir, par exemple, ici, l'email de bienvenue, où on définit un templating HTML avec le CSS, les images, tout ça. On peut vraiment le customiser comme on le souhaite. Donc là, c'est vraiment quand on veut créer tout de zéro, en fait, vraiment via la configuration ASCODE, on peut vraiment créer son workflow tout seul. Du coup, on peut imaginer aussi, on a notre standard user workflow toujours, mais on veut l'étendre un petit peu, mais via notre configuration ASCODE. Donc, on peut faire de la même manière, on étend notre configureur. Et en fait, on utilise la configuration ASCODE pour dire, par exemple, je veux overwrite la partie création de compte, où il y aura seulement les champs username, password et birthdate, dont username, password sont requis et birthdate optionnel. On peut vraiment rapidement en fait modifier le comportement par défaut via la configuration ASCODE. Un autre point où là vraiment on veut aller vraiment customiser un maximum nos cas d'usage, c'est où notre cas d'usage ne correspond à aucun workflow déjà présent. Donc dans ce cas, on peut par exemple dire voilà, je veux avoir une gestion d'utilisateur et je veux configurer une création de compte, une confirmation de compte et la gestion du password. Et à chaque fois, en fait, j'ajoute une classe. Et ces classes, en fait, sont une implémentation des différentes méthodes qui sont exposées par Zetapouche. Par exemple, le sign-up, le login, tout ça. Donc, vous implémentez vraiment ce que vous voulez derrière. Vous faites absolument ce que vous voulez. Donc, voilà. Du coup, voilà pour la partie vraiment en fait, extension des user workflows. Ce qu'il faut retenir, c'est que la logique de tous ces cloud services seront la même. En fait, on aura des services qui seront exposés, qui répondront en fait à, si on veut, 80% de vos cas d'usage. Et si vous voulez étendre, vous voulez étendre de différentes manières. Si vous voulez juste modifier les champs, vous pouvez aller rapidement. Mais si vous voulez vraiment faire tout de zéro, vous le pouvez aussi rapidement en créant simplement une classe. Du coup, voilà pour cette partie cloud service. Je vais repartir sur la partie diapo. Hop. Donc, alors maintenant, pour présenter rapidement les différents points chauds qu'il y a actuellement. Sur la partie documentation, alors ce qui était demandé particulièrement, c'était la liste des services qui sont existants actuellement. Donc, ils ont été ajoutés à la documentation.
Ce qui sera rajouté plus tard, ce sera un système sur votre boussole pour orienter les gens pour utiliser quel service en fonction de votre besoin. Donc, pour l'instant, il y a la liste qui est quand même existante. Vous pouvez savoir qu'est-ce qui est utilisable actuellement. Donc, on a actuellement aussi une issue justement par rapport à un autre reload sur VS Code du coup qui est justement en cours. C'est réglé du coup. Alors, c'est réglé. Et donc, autrement, en termes de point chaud, il y a la partie log qui est en cours, donc la gestion des logs, tout ça, qui est vraiment une partie à part, donc qui est en train de se faire. Et quelque chose qui a été demandé aussi, c'est le rollback, de pouvoir faire un rollback, par exemple, à un moment où vous avez fait un déploiement sur la plateforme, ce déploiement n'est pas bon, ou c'est quelque chose à foirer, vous pouvez revenir en arrière. Voilà, c'est ce système de rollback-là qui sera prévu par la suite. Donc, pour le sprint en cours, Modeste vous a présenté la partie Bootstrap, donc la partie code est faite du coup. Il nous reste la partie vraiment documentation, tout ça, pour que ce soit le facilement utilisable. Pour les cloud services, du coup, pour la partie gestion des utilisateurs, on estime à 25%, donc c'est vraiment c'est quelque chose plus dans l'indicatif vraiment. Là, on est sur le développement pur, là, donc on peut entrer ça par la suite. La partie log et la partie debug, on estime à 50% d'état d'avancement. Du coup, voilà. Merci.